Bonjour à tous. Alors après le premier débat de campagne à la télé entre Joe Biden et Donald Trump pour la présidentielle américaine qui aura lieu en novembre prochain, eh bien on va parler de ce sujet aujourd'hui. Alors je sais comme beaucoup d'entre vous, je me lamente toujours qu'on parle énormément de ces élections-là ou même des États-Unis en France. On ferait mieux de se concentrer beaucoup sur nos problèmes qui sont gigantesques, évidemment, ou qu'on suive au jour le jour une campagne qui n'est pas la nôtre. Ceci dit, il faut quand même en parler parce que cette élection, peut-être plus que d'autres, aura un impact énorme, y compris pour nous, y compris pour les signaux qu'elle va envoyer mondialement, et y compris pour nous faciliter ou pas la tâche. Et je vous le dis clairement, il faut vraiment que Donald Trump emporte cette élection en novembre prochain. On va voir pourquoi. Je me lamente aussi d'ailleurs de voir que la presse française, chaque jour depuis 4 ans que Trump a été élu, eh bien, tape sur lui. Un jour, il est mal coiffé, un jour, il ne paye pas ses impôts, un jour, il n'est pas gentil, un jour, il est de mauvaise humeur, etc. Enfin, c'est incroyable. Et on est souvent dans l'anecdote d'ailleurs. Bon, bref, donc nous, on va faire les choses à fond. Ça ne sera pas exhaustif sur Donald Trump, je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui sur Trump. Peut-être qu'on refera une vidéo si ça vous a plu d'ici la présidentielle américaine, même très certainement. Et je ne peux que vous encourager à nous rejoindre, à adhérer, à prendre votre carte orange au Patriote. Il y a un lien pour nous rejoindre en description sous cette vidéo, également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran. Je vous attends parce que nous menons des combats. Les signaux dépendront de la victoire américaine ou pas de Trump, mais les combats que nous menons, nous les menons avec un cadre rassembleur et d'action qui s'appelle les Patriotes. Donc n'hésitez plus, je vous attends. Ne tardez plus. Alors, cette élection américaine. D'abord, il faut regarder lucidement le bilan de Trump. Parce que je vous parlais des attaques incessantes de la presse américaine qui ne fait que recopier en fait, les articles écrits par des agences de communication du Parti démocrate américain, évidemment, de les traduire en français, qui inondent comme ça les agences de presse mondiales et la presse française notamment. Il faut regarder les choses dans le détail. Alors, du point de vue économique, évidemment, la crise du Covid à partir de mars et la récession économique mondiale a un peu bouleversé les choses, même si on voit que l'économie américaine semble repartir plus vite que beaucoup d'autres économies, notamment l'économie française. Mais il faut voir qu'à partir de son élection, donc novembre 2016, jusqu'avant la crise du Covid, février 2020, Trump était en réussite en matière économique et d'emploi. Et même ses adversaires avaient été obligés de le reconnaître. En effet, il a dit lors du dernier discours sur l'état de l'Union en janvier 2020 cette phrase « Nous avons brisé la mentalité du déclin américain ». Ça, c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique. Il a créé 7 millions d'emplois avant le Covid. Depuis son élection, il avait créé 7 millions d'emplois. Le taux de chômage était au plus bas depuis 50 ans aux États-Unis, 3,5%. Quand il était arrivé, il était déjà bas, mais à 4,7%. Les salaires surtout augmenté, notamment les salaires les plus faibles. Et ça, c'était quand même intéressant. Et ce qui fait qu'un sondage de l'Institut Gallup en février 2020 disait que le sentiment de la population américaine par rapport à l'économie était au plus haut depuis 20 ans. C'est un indicateur comme ça qui mesure régulièrement. Il était au plus haut depuis octobre 2000, donc depuis 20 ans. Alors, il ne s'agit pas d'idéaliser non plus Trump. Moi, je connais les faiblesses aussi de la politique monétaire de la Fed imitée par la BCE depuis 2008 qui crée beaucoup d'argent, qui tient à bout de bras les marchés financiers et tout ça est très dangereux. Je ne reviens pas là-dessus, j'en ai déjà parlé. Je n'idéalise rien, je dis juste les faits tels qu'ils sont par rapport à l'apocalypse qui a été annoncé quand Trump a été élu. Alors c'est vrai que, et c'est là que ça devient intéressant, que sa réélection devient très intéressante pour nous, c'est les combats qu'il incarne qui peuvent nous faciliter la tâche, notamment le combat pour le protectionnisme contre le libre-échange et pour le patriotisme économique. Il est évident que plus on a d'alliés sur ces combats-là, plus ce sera facile de convaincre les Français et de mener ce genre de politique. En effet, alors, on voit que l'alerte qu'il a lancée, par exemple par rapport à l'équipementier télécom chinois Huawei, concernant la 5G et d'autres, où ça a été banni, imité ensuite par le Royaume-Uni, ce qui n'est pas le cas en France. Et ça, c'est intéressant de voir qu'il a pris cette position-là. Alors, en ce moment même, il s'intéresse beaucoup à ce qui se passe au Portugal, parce que sachez que au Portugal, l'économie chinoise l'État chinois est en train de racheter beaucoup de choses. Ces dernières années, ils ont racheté la première banque portugaise, la première assurance portugaise, et maintenant, dans le cadre des routes de la soie chinoise, qui est un projet d'infrastructure mondiale de la Chine, c'est le port de Sines, qui est à 100 km au sud de Lisbonne, qui pourrait devenir un nouveau point d'ancrage chinois pour un projet qui est prévu en 2024. Et là, l'ambassadeur américain au Portugal, qui s'appelle George Glass, a prévenu les Portugais en disant « Attention, ne vous laissez pas faire comme cela, ne soyez pas le terrain de jeu sans protection, sans barrière, sans rien par rapport aux Chinois. » Et donc, c'est vrai que ça porte aussi un combat protectionniste qu'on aimerait voir porter et qui, vous savez, est interdit par les règles de l'Union européenne et le Portugal en fait partie. Alors, Trump avait montré l'exemple.
Dès son arrivée au pouvoir, et par exemple, il avait menacé l'entreprise d'automobile Ford parce qu'elle voulait délocaliser une grande partie de sa production au Mexique. Et il avait dit, OK, si vous le faites, et que si vous produisez des voitures au Mexique et vous réimportez, vous revendez sur le marché américain, sachez que vous serez taxé à 40%. Ce qui est tout à fait ce que je propose pour la France contre les délocalisations, hein, qui est interdit par l'Union européenne. Et donc Ford avait renoncé et avait maintenu sa production sur le sol américain. De la même manière, en octobre 2018, il avait revu complètement l'accord avec l'accord ALENA, accord de libre-échange nord-américain, vous savez, passé en 1994 avec le Canada et le Mexique. C'est un accord avec entre les trois pays, États-Unis, Canada et Mexique. Et il l'avait revu de manière positive pour les Américains en octobre 2018, davantage dans l'intérêt des ouvriers américains. Donc ça aussi, c'est très concret. De la même manière, en mai 2018, il a mis en place des surtaxes de 10 à 25% sur l'acier importé, ce qui a fonctionné, ce qui a sauvé une partie de la production d'acier américain. Ce sont des combats dont nous avons besoin, vous le voyez bien, et nous avons besoin d'un Trump qui mène ce genre de politique de patriotisme économique et de protectionnisme plutôt qu'un Biden qui va faciliter les accords de libre-échange, notamment avec l'Union européenne, qui sont dévastateurs pour nous. Par ailleurs, sur l'immigration, là aussi, il lance des signaux intéressants qui nous permettraient une politique beaucoup plus restrictive, beaucoup plus sérieuse et raisonnable en France, ce dont nous avons besoin. En effet, il faut savoir que récemment, le 26 juin 2020, il a interdit ou repoussé toute autorisation de travail délivrée à la plupart des demandeurs d'asile le temps que leur dossier soit instruit, ce qui peut prendre plusieurs années aux États-Unis. Alors ça ne fait pas plaisir au grand patronat américain, bien sûr, qui a besoin de cette main-d'œuvre docile et bon marché et abondante, surabondante, mais lui, il a pris cette mesure. Il avait déjà agi, hein. Sachez qu'il avait réformé, notamment retardé les naturalisations pour devenir américain. Et c'est vrai que toutes les naturalisations ont été repoussées parce qu'il estime qu'il y en a trop. Et par ailleurs, en avril dernier, il avait déjà signé un décret suspendant provisoirement les cartes vertes afin de protéger l'emploi des Américains. Voilà. De la même manière, il a restreint année après année pendant son mandat le statut de réfugié, ce qu'il faudrait faire aussi en France. C'est ce qu'il appelle la tolérance zéro, avec poursuite pénale pour tout migrant, qu'il soit demandeur d'asile ou pas, pour tout migrant franchissant la frontière américaine hors des points d'entrée autorisés. Voilà. C'est vrai que c'est un signal. Alors évidemment, il y a une partie de la presse et des démocrates et de l'extrême gauche qui hurlent, et du grand patronat. Mais il n'empêche que c'est une politique raisonnable qui n'a pas été jusqu'à terme. Là aussi, il ne faut pas idéaliser, mais c'est une politique raisonnable qui permet de protéger notamment l'emploi américain et les grands équilibres de nos sociétés. Donc là aussi, nous avons besoin de quelqu'un qui porte ce combat pour que ce soit plus facile pour nous, évidemment. Alors, de toute façon, c'est vrai que Trump, il se définit par une défense du patriotisme et de la souveraineté nationale. Et ça, c'est quand même le plus intéressant probablement pour nous. Il a défendu par exemple le Brexit, alors que je vous rappelle qu'Obama était allé à Londres pendant la campagne référendaire en 2016 pour appeler explicitement les électeurs britanniques à rejeter le Brexit. Donc il avait fait de l'ingérence. Lui, Trump a toujours montré sa sympathie pour le Brexit parce qu'il a une sympathie pour la souveraineté nationale, qu'il l'a explicitement dite. Et notamment, il était interviewé par Nigel Farage, vous savez, le héros du Brexit, hein, qui a créé le UKIP puis le Brexit Party. Et Farage l'avait interviewé à la radio le 31 octobre 2019. Et Trump avait dit ceci. « J'aimerais vous voir, Nigel Farage et Boris Johnson, Premier ministre, vous mettre ensemble. Je pense que ce serait formidable. » Il a promis, après le Brexit, un accord commercial fantastique entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Et il avait critiqué l'accord Union européenne-Royaume-Uni de l'an dernier parce que pas assez respectueux du Brexit. Donc on voit nous pouvons avoir un allié contre l'Union européenne et lorsque nous devrons mener le combat réel, concret et sincère pour le Frexit, il vaut mieux avoir un Trump qu'un Biden, qui est un grand défenseur de l'Union européenne par définition, puisque c'est un mondialiste, évidemment. Alors là, je vais vous lire, je vous la lise in extenso, une phrase magnifique, un tout petit discours magnifique prononcé par Trump à l'ONU, publiquement. Vous trouverez la vidéo en ligne le 24 septembre 2019, il y a un an à peu près. Je vous lis ça, écoutez bien. Si vous voulez la liberté, soyez fiers de votre pays. Si vous voulez la démocratie, accrochez-vous à votre souveraineté. Et si vous voulez la paix, aimez votre nation. Les dirigeants sages considèrent toujours le bien de leur propre peuple et leur propre pays comme prioritaire. Le futur n'appartient pas aux mondialistes, le futur appartient aux patriotes. Le futur appartient aux nations souveraines et indépendantes qui protègent leurs citoyens, respectent leur nation et honorent les différences
qui rendent chaque pays spécial et unique. Honnêtement, c'est magnifique et honnêtement, on aimerait voir un Macron ou un président français, quel qu'il soit, porter ce genre de discours à l'ONU. Ça n'est évidemment pas ce qu'ils font, ils disent exactement l'inverse. Donc vous voyez, on ne peut pas être contre ça. Et nous avons intérêt à avoir à la tête de la première puissance économique mondiale et militaire d'ailleurs, un chef d'État qui dit ça plutôt qu'un chef d'État mondialiste. Par ailleurs, je rappelle que, et ça pour moi ça va beaucoup ensemble, il a été un président de paix. Beaucoup avaient annoncé que Trump, ce serait la guerre perpétuelle. Moi, j'avais dit non, je ne pense pas du tout. Ce sera plutôt Clinton, la guerre perpétuelle. Et non, ça a été la paix. Il n'y a pas eu une guerre pendant son mandat, ce qui était arrivé depuis longtemps aux États-Unis. Même, mieux que ça, le 13 août dernier, Israël et les Émirats arabes unis ont annoncé la normalisation de leurs relations sous le patronage de Trump. Le 30 juin 2019, il est entré en Corée du Nord pour un accord historique avec Kim Jong-un. Ce qui était historique aussi, alors qu'on avait dit qu'ils étaient au bord de la guerre. De la même manière, il n'a pas fait la guerre à l'Iran. Alors beaucoup de faucons le poussent aux États-Unis à faire la guerre en Iran. Ça contraste avec le précédent président qui était Obama, qui a fait 2 mandats, donc 8 ans. C'était 8 ans de guerre ininterrompue, Obama. Alors qu'il a eu le prix Nobel de la paix en 2009. C'est quand même un comble, ça veut dire ce que ça veut dire sur ce prix Nobel de la paix, évidemment. Même des journaux hostiles, des médias hostiles à Trump ont dû reconnaître qu'Obama était un va-t-en-guerre. Ainsi, le 15 mai 2016, Slate titrait ceci. « Aucun président américain n'a fait la guerre aussi longtemps qu'Obama ». Il cite l'Afghanistan, le Pakistan, la Somalie, Yémen, Irak, Syrie, etc. Même France Inter, très hostile à Trump, très pro-Obama, avait dû écrire ceci le 26 septembre 2016. Obama, le bilan mitigé d'un Nobel de la paix. Mitigé, c'est un euphémisme, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un bilan catastrophique, c'est un bilan va-t-en-guerre. Bon. Et puis Trump, on doit l'avoir comme allié parce qu'il combat ce qu'il appelle l'État profond, le deep state en anglais. L'État profond, un terme qu'utilise lui-même Macron, il l'a utilisé à l'été 2019, Emmanuel Macron, sauf que lui ne le combat pas, il le soutient. Bon, même s'il faisait semblant à l'époque de s'y opposer. Alors c'est vrai que récemment, là, le 31 août 2020, sur la chaîne Fox News, Trump a déclaré ceci. Il a déclaré que son opposant à la présidentielle Joe Biden, le candidat démocrate, je cite, est contrôlé par les forces obscures. Des gens qui contrôlent les rues. Alors il fait référence notamment aux grandes émeutes qu'on a vues dans le sillage de Black Lives Matter, alors qui ont surtout été très présentes dans les villes et dans les États démocrates, tenus par les démocrates aux États-Unis. Et avec l'influence du mouvement Black Lives Matter, tous les financements par Soros et d'autres. Et donc évidemment, il dit qu'il combat tout ça, ce désordre qui est, vous savez, sa devise c'est Law and Order, donc la loi et l'ordre. C'est vraiment, voilà, c'est ce qu'il a dit là. Et je crois que ça montre un certain courage de le dire et de le faire. Mais ce n'est pas tout à fait nouveau d'ailleurs. Bien avant le Covid, dès sa première conférence de presse comme président, c'était le 11 janvier 2017, donc vous voyez, plus de 3 ans avant le Covid, il disait qu'il avait lancé une charge qui avait surpris tout le monde contre les lobbies pharmaceutiques. Ainsi, il avait dit « L'industrie pharmaceutique a beaucoup de lobbyistes au pouvoir ». Et il avait annoncé des nouvelles conditions d'appel d'offres pour le secteur, ce qui n'avait pas plu aux grandes industries pharmaceutiques, déjà à l'époque. Alors, il a pris une série de décrets le 26 juillet dernier, 4 décrets, ce qu'on appelle aux États-Unis des ordres exécutifs, pour justement lutter contre ces lobbies. Ainsi, il a annoncé que tous les médicaments considérés comme essentiels à l'humanité, dont l'hydroxychloroquine, et destinés aux États-Unis, devraient être produits aux États-Unis. Et ils devraient être vendus à un prix très bas. Alors que souvent, on sait que dans les pays riches, les grandes boîtes pharmaceutiques les vendent extrêmement cher. Bon, ça c'est une décision qui n'est pas prise en France, par exemple. Par ailleurs, il a pris un autre décret, toujours le 26 juillet dernier, imposant que les rabais consentis par les groupes pharmaceutiques maintenant bénéficient directement aux patients et non plus aux intermédiaires, les middlemen, ce qu'on appelle aux États-Unis les middlemen, les intermédiaires. Alors, on sait que les intermédiaires, c'est un lobby important, c'est ceux qui s'enrichissent le plus. Par ailleurs, il a pris un autre décret pour baisser le coût de l'insuline, par exemple. Alors Trump a dit à ce moment-là, le 26 juillet, « Nous ferons passer les petits devant les lobbyistes, les citoyens âgés avant les intérêts particuliers, et nous ferons passer l'Amérique d'abord. » Voilà. Bon, là aussi, si vous voulez, on a intérêt. Voilà, pour finir, on a des combats communs, notamment contre les lobbies. Et il vaut mieux avoir un président américain qui s'appelle Trump plutôt que Biden, parce que Biden, c'est l'homme des lobbies. Voilà. Et il n'a jamais mené ce genre de combat en 47 ans de carrière politicienne. Par ailleurs, on a besoin que ce soit évidemment lui comme un allié puissant dans ce combat-là. Et ça me paraît absolument essentiel. On ne peut pas faire grand-chose, on ne peut même rien faire. Ce que je vous dis, c'est une vidéo d'analyse et de compréhension. Si vous avez des amis américains, vous pouvez leur envoyer. Certains veulent la traduire d'ailleurs ou la sous-titrer en anglais.
ils sont les bienvenus, ils peuvent me contacter dans les commentaires ou bien en m'envoyant un message privé sur Facebook pour me le dire. J'aimerais bien effectivement qu'elle circule aux États-Unis également, cette vidéo. Mais il défend une vision du monde, celle de la souveraineté des États et des nations et des peuples. Et ça, on en a besoin. On vaut mieux qu'on ait des alliés puissants qui défendent ça plutôt que l'inverse, vous l'avez bien compris. De fait, il offrirait une perspective plus favorable au Frexit si on devait le faire. Il vaut mieux faire un Frexit avec un Trump à la Maison-Blanche qu'un Biden anti-Frexit et pro-Union européenne. Par ailleurs, il combat dans ses discours et dans certains de ses actes qui ont été menés, sans l'idéaliser, mais il combat la corruption, la criminalité et il défend un monde de paix. Il l'a trouvé en 4 ans, il n'a pas fait la guerre. Et donc, contrairement à Obama. Et ça aussi, il vaut mieux qu'on soit dans ce monde-là que dans un monde de guerre perpétuelle sous l'égide de l'OTAN, etc. Donc, il ne s'agit pas d'être à plat ventre. Vous savez, quand la France, moi je suis favorable à ce qu'il y ait une France évidemment souveraine, qui défende ses intérêts nationaux à elle, sa voix à elle, sa vision du monde, y compris quand elle doit être en confrontation avec la vision américaine et même la vision de Trump, il faut le dire sans détour. Hein, je suis favorable à tout cela, qu'on ne se méprenne pas. Mais pour toutes les raisons que je viens de vous dire, il est bien préférable d'avoir un Donald Trump à la Maison-Blanche qu'un Joe Biden. Et donc, je souhaite ardemment sa victoire en novembre prochain. Merci beaucoup pour cette vidéo. Rejoignez-nous, prenez votre carte orange. Lien ici en cliquant directement sur l'écran, également en description sous la vidéo et en commentaire épinglé. Venez aux Patriotes, menez combat avec nous, notamment si vous êtes d'accord avec la vidéo et l'analyse que je viens de faire. Je vous attends et vive la France!